Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous ceux qui se sont abonnés récemment. On a 1040 abonnés, c'est pas encore assez, mais je vous remercie. Donc likez, partagez, commentez, ça me fait toujours plaisir. Ça m'encourage à continuer à vous donner du contenu un peu plus construit, etc. Et ça me motive forcément, hein. D'accord. Aujourd'hui on va voir des exercices pour l'articulation sacro-iliaque. Je sais que pas mal sont emmerdés et on va comprendre que la sacro-iliaque, on est toujours au niveau de ce complexe articulaire interdépendant, la hanche, le pelvis et le rachis lombaire, le complexe LPF, et on va revenir dessus. Donc l'articulation sacro-iliaque, son rôle, c'est essentiel, hein, dans le corps humain. Elle relie le sacrum de la colonne vertébrale aux os iliaques du bassin, formant une jonction solide grâce à des ligaments puissants. Donc son rôle, c'est de faire de la transmission des forces. Elle permet de répartir les contraintes mécaniques entre le haut et le bas du corps, notamment lors de la marche, de la course ou d'autres activités. Je vous rappelle qu'on est sur un système autocontraint et qu'on est sur un modèle de tenségrité biologique. Et que moi j'ai écrit 2 articles scientifiques publiés en revue médicale à comité de lecture sur le modèle de la tenségrité biologique. D'accord ? C'est-à-dire cette répartition globale de toutes les tensions, pour que les tensions soient réparties de manière le plus homogène possible. La répartition globale de toutes les tensions. Définition, les tendons et les ligaments eux-mêmes tendus font que les muscles compriment les articulations. D'accord ? Et qu'est-ce qui fait ce rôle de transmission de force aussi dans le corps humain, en termes de musculature et particulière, c'est le grand dorsal. Le grand dorsal, c'est le seul muscle qui relie les jambes et le dos, et il fait ce transfert de force au bas, comme la sacro-iliaque. Il fait ce transfert de force, d'accord ? Il va se coordonner avec le fessier. Le grand dorsal va faire ce qu'on appelle les mouvements synchronisés. C'est pour ça que je dis toujours, si vous avez merdé en haut, vous allez merder en bas. Si vous avez merdé en bas, vous allez merder en haut. Peu importe, dans tous les cas, il faut être fonctionnel. Donc, il faut bosser le haut et le bas pareil. Vous êtes sur des ceintures interreliées. Ça s'appelle les interrelations, le parallélisme des ceintures. Et vous êtes sur ces courbes de corrélation. Et donc, vous êtes toujours sur des interrelations articulaires, hanche, épaule, épaule, cou. Vous comprenez cette transmission de force? Donc, ça, c'est pour la partie derrière, le grand dorsal, qui va faire ce rôle de transmission de force au bas. Mais pour la partie chaîne antérieure, donc pas chaîne postérieure mais chaîne antérieure, on va voir la sangle abdominale. Et les abdominaux, leur rôle c'est aussi de faire ce transfert de force au bas. D'accord. Et le psoas, c'est le seul muscle qui relie les jambes et le dos. Et le psoas et l'iliaque, c'est des antagonistes fonctionnels qui marchent ensemble, qui s'accrochent sur le même tendon. Iliopsoas, c'est pareil. Et le psoas va centrer la tête fémorale. Et quand un psoas ne va pas, parce qu'il ne va pas souvent en fait, parce qu'il est au milieu de tout, donc il surcharge assez facilement, parce qu'on est sur un muscle hyper réactif, que quand il y a un danger, il se met en cacahuète, il se met en défense, d'accord? Et ce que je veux vous dire, c'est que comme toujours, si vous avez un souci d'équilibre musculaire dans le bassin, vous allez le payer de la tête aux pieds. Et donc le psoas empêche la bascule du sacrum, quand il est trop raide. D'accord? Donc la sacro-iliaque, son rôle aussi, c'est de faire un rôle de stabilité. Et oui, une articulation, ça doit être stable et mobile en même temps. Et donc cette stabilité, ça va aider le sacro-iliaque, son rôle c'est de stabiliser le bassin, comme le verrouillage pubien. Le verrouillage pubien, cette chaîne abdo-adducteur, donc oblique-adducteur, chaîne abdo-pubo-fémorale croisée qui se verrouille et qui fixe sur le pubis pour que le bassin ne bouge pas quand je marche, c'est aussi un stabilisateur du bassin. Vous comprenez que les adducteurs, leur rôle c'est aussi de stabiliser la hanche et donc le bassin. Donc la sacro-iliaque, elle est essentielle effectivement pour avoir une posture correcte et des mouvements harmonieux. D'accord. Et ce qui fait l'harmonisation du mouvement dans un cerveau, c'est le cervelet. Cette même zone qui va s'occuper de la posture antigravitationnelle et la coordination du mouvement. Et la tenségrité biologique, elle va avoir... forcément, le cerveau, si tu veux, va toujours chercher la posture la plus économique possible. Et donc... il va chercher à s'adapter pour dépenser le moins d'énergie pour faire un mouvement. Et donc, quand il ne peut plus s'adapter, parce qu'il y a des muscles, des articulations qui ne sont pas opérationnelles, ou hypermobiles, ou trop raides, je ne vais pas pouvoir
avoir un bon schéma corporel postural global, si tu veux. Et donc la sacroiliaque, elle a des mouvements spécifiques, même si elle est peu mobile, comme les mouvements de nutation et contre-nutation, qui sont essentiels pour des activités, par exemple, comme l'accouchement. Donc moi, j'ai souvent, vous imaginez bien, j'ai souvent tout ce qui est lombalgie, douleur au dos, pour ainsi dire, des sciatiques, souvent c'est des faux sciatiques d'ailleurs, et je vais vous expliquer ça dedans. Mais la dysfonction de l'articulation sacroiliaque, je ne suis pas médecin, je n'ai pas le droit de proposer de diagnostic, de les dire, mais j'ai le droit de les suggérer. D'accord. Et donc je suggère des diagnostics, mais aussi des diagnostics différentiels. Un diagnostic différentiel, ça veut dire que si c'est pas ça, c'est peut-être ça. Donc souvent quand je donne des exercices pour des lombalgies, d'accord, ou des soucis de hanche, je vais mettre en diagnostic, je vais suggérer en diagnostic différentiel, peut-être qu'il y a une dysfonction de l'articulation sacro-iliaque à la place ou associée. Voilà, c'est ça cette difficulté. On confond, vous comprenez, c'est que on peut confondre une dysfonction de l'articulation sacro-iliaque avec une sciatique parce que le psoas fait des faux sciatiques, des sciatiques tronqués. On a des points trigger qui peuvent irradier dans le fessier par exemple et faire des faux sciatiques. Par exemple, c'est possible, hein, et irradier même dans le sacrum, dans la sacro-iliaque, etc. C'est possible. On peut avoir une dysfonction de la sacro-iliaque qui va faire des symptômes proches d'une fessalgie, parce que vous êtes toujours sur des points trigger. Même si c'est pas ça, vous comprenez? Vous pouvez aussi confondre une dysfonction de l'articulation sacro-iliaque avec un syndrome piriforme. Et le piriforme, c'est un rotateur de hanche. Donc, et c'est simple, hein, si votre fessier est faible, le cerveau va chercher, et souvent il est faible, il va chercher les rotateurs de la hanche pour faire ce travail-là, il va les surcharger, il va les inhiber. Et les rotateurs de la hanche, c'est le piriforme, l'obturateur interne, externe, jumeau supérieur, inférieur, carré fémoral. Et eux vont faire merder les adducteurs, les surcharger. Les adducteurs vont surcharger le psoas. Et le psoas va faire une congestion pelvienne et il va saturer la sangle abdominale à son tour. Et en plus fatiguer le fessier, parce que le psoas et le fessier se coactivent, agoniste, antagoniste. C'est un couple de force. Donc ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes sur ce flou parce que dans le bassin tout passe et que vous êtes sur des influx nerveux au niveau du bassin où il y a plein de nerfs, tu vois, il y a plein de nerfs, il y a plein de rameaux là derrière au niveau du sacrum, etc. Et une compression nerveuse est vite arrivée. Une compression nerveuse est vite arrivée et vous pouvez avoir une compression discale par exemple qui peut irradier dans tout ce qui est sacroiliaque, dans le sens où des points triggers par exemple au multifide, donc qui est un érecteur du rachis, vont irradier et faire des fausses coccygodinies, je vous l'ai déjà dit. Alors que les abdominaux en irradiation vont faire des barres horizontales dans le dos, en irradiation, en projection à distance. Et les psoas vont faire des irradiations plutôt verticales le long de la colonne vertébrale. Mais tout ça c'est un peu flou. Vous comprenez que quand le psoas ne va pas, en général le fessier ne va pas, et le fessier ne va pas, il y a des points triggers et vous allez avoir des faux sciatiques, ou des fessalgies, vous comprenez, ou des irradiations au niveau lombaire. Tout ça, c'est très flou. Si vous devez retenir quelque chose de ce que je vous explique, c'est que on peut confondre une dysfonction de l'articulation sacro-iliaque avec une douleur d'origine nerveuse, par exemple une compression d'un nerf. Donc une compression d'un nerf, c'est-à-dire une neurocompression, c'est un syndrome canalaire, mais souvent c'est que le muscle s'épaissit et donc il comprime le nerf, donc c'est le muscle qui pose souci, c'est pas le nerf en lui-même, ou une douleur vraiment, si on peut dire, d'origine musculaire, d'accord, donc un point trigger, particulièrement je pense à ça, ou une vraie douleur articulaire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc même quand il y a, c'est une question que je reçois, c'est des questions que je reçois régulièrement encore aujourd'hui. Ce serait bien un jour de m'écouter en fait quand je parle. L'arthrose ne fait pas mal, d'accord? Est-ce que c'est clair? L'arthrose ne fait pas mal. Ce qui pose souci, c'est le matériel inflammatoire que ça génère autour. Vous comprenez? La douleur n'a rien à voir avec la lésion tissulaire. La douleur, c'est le cerveau, c'est rien d'autre. D'accord? C'est la perception de mon cerveau, la nociception. Je perçois un stimulus négatif et j'en déduis que c'est une douleur. Vous comprenez que le cerveau fait des hypothèses. C'est lui qui décide c'est une douleur ou c'est pas une douleur. Et pour ça, il prend information de tous les capteurs, au niveau de la peau, principalement. Pas que, mais principalement. Parce que la peau et le système nerveux partagent le même feuillet embryologique. La peau module ce message de douleur. Et donc c'est la peau qui fait mal. Vous comprenez que je prends une aiguille, je perce, c'est ma peau qui fait mal. Une fois que j'ai passé la peau, j'ai plus mal.
Et que même quand un organe fait mal, c'est la peau qui fait mal. La peau, elle devient chaude, elle s'irradie, elle perd ses poils, la pigmentation change, elle transpire. Vous comprenez, la peau, c'est la grande oubliée des ouvrages scientifiques, comme je vous dis tout le temps. Et donc, vous comprenez que vous êtes sur un complexe articulaire, comme je vous disais, la hanche, le pelvis, le rachis lombaire, et que s'il y a un déséquilibre musculaire dans le bassin, c'est une pubalgie. Donc vous avez 5 formes, psoas, adducteur, conflit de hanche, hernie inguinale, arthropathie pubienne, parce que la pubalgie est multipathologique, parce que vous êtes sur un bassin, un carrefour postural, tout monte, tout descend, et donc si on ne fait pas des tests orthopédiques, on ne peut pas comprendre cette putain de dynamique pelvienne, sachant qu'il faut gérer cette pression intra-abdominale. Vous comprenez que si je ne gère pas ma pression intra-abdominale, donc je vous invite à regarder ma vidéo la respiration tridimensionnelle et gainage et position neutre par exemple, c'est essentiel de gérer cette pression intra-abdominale. Vous comprenez que cette pression, si vous ne la gérez pas, ça descend et vous allez surcharger les hanches et potentiellement la sacro-iliaque. Parce que c'est le bassin, vous comprenez? Le bassin, c'est le bordel. Le bassin, c'est le bordel. Hanche, pubis, hanche. Cartilage, cartilage, cartilage. Donc ça doit bouger, mais pas trop. Et quand il y a une hanche qui s'enraidit, le cerveau fait en sorte qu'une hanche devient instable, un pubis devient instable et le bassin devient instable. Et puis le bas du dos, comme il est connecté, il devient instable. Et comme il devient instable, il fait de l'arthrose. Vous comprenez? Il devient hypermobile. Donc vous pouvez avoir de l'arthrose parce qu'une articulation est hypermobile. Vous pouvez avoir de l'arthrose, donc c'est de l'usure prématurée, des micro-mouvements anormaux qui sont malgré tout traumatiques, mais vous pouvez avoir de l'arthrose parce qu'une articulation est trop raide. Et donc on a un défaut de glissement de surface si tu veux. Et donc c'est pour ça que je vous dis, il n'y a que 4 causes possibles d'origine fonctionnelle quand il y a une douleur. Un déséquilibre musculaire, et ou un déséquilibre postural, et ou une raideur articulaire, et ou une hypoextensibilité locale. Ça manque de souplesse. Donc on a mal là où ça bouge trop, on a mal parce que ça bouge trop, parce qu'ailleurs ça ne bouge pas. Je ne sais pas combien de fois, des fois je dois répéter certaines choses. Ce qui fait mal, c'est l'étirement des algorécepteurs, donc c'est-à-dire que c'est étiré dans le tissu conjonctif, vous avez des récepteurs à la douleur qui sont étirés, donc vous avez des positions de déclenchement à la douleur, parce que c'est étiré et ça envoie des influx nerveux douloureux, c'est que ça n'a pas d'élasticité, c'est trop raide, ou vous avez une hypermobilité en réponse à une rétraction à distance. Ça bouge trop parce qu'ailleurs ça ne bouge pas. Donc si une lordose lombaire, elle est instable, il y a des grandes chances que c'est parce que le bassin il est instable et que la cage thoracique elle est trop raide. Si vous avez des douleurs cervicales, parce que le cou est instable, donc hypermobile, il y a des grandes chances que la mâchoire elle est raide, les épaules sont décentrées, les scapulas, les omoplates sont décentrés en avant, sont enroulés, la cage thoracique elle est trop raide et le bassin est instable, le bas du dos est instable. Vous comprenez? C'est ça un modèle de tenségrité biologique. C'est que le cerveau il cherche tout le temps le modèle le plus stable, mais vu qu'il y a des muscles qui ne sont plus les bons, des schémas moteurs intégrés qui ne sont plus les bons parce qu'ils ont été oubliés à la suite d'une stratégie d'évitement de la douleur qui est trop longue, donc en 2-3 mois d'exposition à un stress et donc une douleur, la biochimie du cerveau change et que les schémas moteurs, même comme le muscle recrute des muscles inappropriés pour faire le mouvement que je ne peux plus faire parce que j'ai mal, et ben le muscle, je finis par perdre sa commande motrice, je finis par perdre le chemin. Mon cerveau n'arrive plus à se connecter à mon muscle et donc il crée un nouveau schéma moteur pathogène qui n'est pas le bon et ce nouveau schéma moteur devient le nouveau schéma moteur de référence et donc je marche avec une compensation. Et cette compensation, elle est intégrée dans mon cerveau. C'est que je vous ai dit, une réadaptation, il y a des étapes, on mobilise, on active, on intègre, on relâche, on renforce, on réadapte. Et donc tant que je ne viens pas corriger ce mauvais schéma moteur intégré en le remplaçant par un nouveau schéma moteur, c'est-à-dire en renforçant les muscles qui sont affaiblis, hypotoniques, d'accord? Ou, tu comprends? Ou je vais renforcer les muscles qui sont hypotoniques, donc affaiblis, ou je vais relâcher les muscles qui sont hypertoniques, hypertendus. Donc je vais relâcher les muscles qui sont hypertoniques, si tu veux, en les massant, en les étirant, mais aussi en les renforçant. Donc plutôt du côté décontracté relâché, moi je préconise en général. Et les muscles hypotoniques, ben, on va les renforcer aussi. Mais on va pouvoir plus y aller, tu comprends? C'est que dans tous les cas, les deux, il va falloir les coactiver. C'est pour ça que, peu importe ce qui est hypertonique, hypotonique, j'ai tendance à... les muscles qui sont hypertoniques, je vais plus cautionner de les masser, de les étirer et de les travailler en contracté relâché. Alors que, excuse-moi, c'est que j'entends du bruit, ça me déconcentre. Et donc je disais, les muscles hypertoniques, ouais, on va plus les masser, on va plus les étirer
pour baisser, pour fatiguer, décontracter, relâcher, pour fatiguer le muscle et qu'il puisse se décharger. Donc c'est du contracter, relâcher. Je vous ferai une vidéo dessus. Alors que les muscles qui sont hypotoniques, ben, on va plus pouvoir, pareil, les travailler en contracter, relâcher, mais après on va pouvoir plus les charger, quoi. Parce que les muscles qui sont hypotoniques, souvent c'est le fessier. C'est le fessier et le ventre. Quoique dans le ventre, dans le bas, vous avez malgré tout une certaine rigidité. Parce que le ventre, de base, il est vraiment endurant en termes de fibres. Je vous ai dit, le ratio, il est défavorable. Chaîne antérieure, devant, chaîne postérieure, derrière. Et le ratio, il est défavorable. C'est-à-dire que si je travaille mon dos, eh ben, je vais perdre beaucoup plus vite les acquis que j'ai gagnés dans le dos que devant. Même si je le travaille pareil. Parce que le dos, les muscles du dos, la chaîne postérieure, etc., on est sur une fibre qui n'est pas très endurante, de base. Par rapport à la fibre des chaînes antérieures, au niveau du ventre. Il y a un gros déficit dans le dos, mais peu dans le ventre. Quand il y a des lombalgies chroniques, le ventre, c'est une qualité de fibre qui apprend beaucoup plus vite, de réadaptation. Et donc, je peux l'intégrer beaucoup plus vite. Je peux réintégrer plus vite une sangle abdominale qu'un dos. Le souci, c'est que vous avez toujours cette coactivation. Vous comprenez que les lombaires, ils vont stresser, ils vont stresser devant, et devant, ça va stresser derrière. Vous comprenez? Et donc, le psoas peut faire des sciatiques tronqués, peut faire des fausses sciatiques. Le psoas, il tire le bassin en avant. Et donc, s'il tire le bassin en avant, il peut stresser la sacro-iliaque aussi. Et donc, je vous invite à regarder vraiment les points triggers au niveau du fessier. Vous avez plein de points triggers, des points triggers résiduels. Vous en avez qui sont tout près du sacrum, notamment. Je crois qu'on est sur 5 points triggers résiduels à peu près. Si on regarde le livre du docteur Bono. D'accord. Mais c'est essentiel de gérer cette pression pour décharger un maximum le sacrum. D'accord. Parce que je vous ai dit, vous avez des muscles qui peuvent irradier de manière anarchique un peu, potentiellement ou pas. Vous avez des points triggers primaires, secondaires, satellites, des points triggers qui projettent à distance, qui créent un nouveau point trigger qui lui projette ailleurs. C'est un bordel un peu. Donc, quoi qu'il en soit, la sacro-iliaque, elle peut être raide ou hypermobile. Donc, quand elle est raide, vous allez à l'ostéo ou vous travaillez un peu au kiné, etc. En 2-3 séances maximum, vous allez la débloquer. Mais vu que ça va remerder, parce que souvent ça remerde, c'est que en fait, il y a des grandes chances qu'elle soit hypermobile. Donc quand c'est chronique, en général, c'est que c'est hypermobile. C'est pas que c'est raide, une sacro-iliaque. Mais tout est possible. Tout est possible. Et ça se peut que ça soit raide, puis que ça devienne hypermobile. Parce que c'est pas stabilisé. Tu comprends? Si je relâche si je libère une articulation, entre guillemets, parce que ça se libère pas vraiment, mais si je crée suffisamment d'espace et que je remets un peu de jeu au niveau, je sais pas moi, que je décharge un peu la pression, si tu veux, articulaire, et que derrière je fais pas d'exercice de mobilité et surtout de renforcement, de stabilisation par le renforcement, notamment le gainage par exemple, bah, je vais remerder 2 jours après. Parce que c'est les ligaments, les muscles qui stabilisent l'articulation et les tendons, etc., qui stabilisent les articulations. Les tendons aident les charges, les muscles doivent travailler pour s'oxygéner et soutenir les articulations. Je vous rappelle, la structure porteuse n'existe pas. Oscar de la classe de SVT, bah, je claque des doigts, je lui enlève sa musculature, il s'écroule et il se casse la gueule. Donc les os flottent dans le tissu conjonctif, dans le tissu mou. On n'est pas des chaises ou des putains de tables, d'accord? On est des systèmes en suspension. Et ce qui maintient en suspension, c'est les muscles. Donc travailler la musculature pour soutenir une articulation. Le meilleur moyen de soutenir une articulation, c'est de travailler la musculature. Le meilleur moyen de relâcher un muscle, c'est de l'activer, c'est-à-dire de le travailler avec mon cerveau. Je le contracte, je relâche, je le contracte, je relâche. Tant que je ne fais pas ce chemin neuromoteur, muscle, peau, cerveau, eh ben, je ne vais jamais réintégrer une fonction à long terme et donc je ne vais pas avoir de résultat. C'est pour ça que quand j'ai des gens en consultation, je prends 2 jours en général pour quelque chose de chronique et j'autonomise les personnes sur un protocole d'1 mois et demi, 2 mois. C'est le temps pour que mon cerveau apprenne ou pas. C'est un temps d'ancrage cortical. Tant qu'il n'y a pas d'exercice répété, parce que le cerveau fait des ponts par l'expérience en termes de plasticité pour consolider un nouveau schéma moteur, pas de résultat. Pas d'exercice, pas de résultat. C'est aussi simple que ça. Donc ça, faudrait se le prendre en compte. Au lieu de chercher les meilleurs compléments alimentaires, la meilleure technique à la con, la meilleure technique copyrightée, il faudrait mieux chercher comment s'autonomiser de la meilleure des manières, sachant que le cerveau, il a besoin de faire des ponts par l'expérience. Et donc la clé d'une réadaptation, c'est la répétition. C'est la répétition d'un protocole adapté à sa condition.
qu'elle soit physique et surtout neurologique. Vous comprenez que quand on parle de douleur chronique, on parle de neurologie. La douleur chronique, elle laisse une empreinte dans le cerveau et mon cerveau ne peut plus apprendre à cause de cette douleur. Le cerveau n'arrive plus à recruter de nouveaux circuits neuronaux et donc l'apprentissage est impossible. Et donc tant que je ne vais pas ouvrir cette fenêtre d'intégration pour lui permettre d'apprendre, notamment en dormant, pour augmenter mon seuil de tolérance à la douleur, notamment en prenant assez de protéines quand je mange, assez de vitamine C, assez d'oméga 3, etc., d'anti-inflammatoires, etc., et en gérant le stress, ce qui est capital, en gérant le stress, et moduler ce message de douleur, qu'elle soit mécanique, inflammatoire ou nociplastique, je vous ai dit encore une fois, tout ceci est potentiellement associé et c'est souvent le cas. Donc on est sur des pathologies qui sont multipathologiques pour chaque personne et surtout mixtes. Donc il faut travailler de manière contre-intuitive, travailler tout en même temps à un certain pourcentage pour récupérer une fonction. Vous comprenez que le corps il a une flexibilité, mais il faut que je le mette dans un environnement sécuritaire. Il faut que je trouve le juste milieu entre stress et protection. Si je stresse trop mon corps, il n'a plus l'habitude, donc il ne peut pas s'adapter. Mais si je ne le stresse pas assez, il ne va pas changer son comportement, donc il ne va pas s'adapter à nouveau. Donc il faut stresser les tissus suffisamment pour leur permettre de se réadapter. Donc il faut être progressif. Il faut doser cette putain de contrainte. Ok, donc quand une sacro-iliaque par exemple s'inflamme, on va avoir ce qu'on appelle la sacroïlite, d'accord ? Encore une fois, pour travailler une articulation même inflammée, il faut qu'elle bouge. Le fait qu'elle bouge, les muscles vont se réchauffer. Et comme ils vont se réchauffer, ils vont amener de l'oxygène et ils vont nettoyer, si tu veux, l'inflammation. Sachant que l'inflammation, c'est une conséquence. C'est que une inflammation, c'est pas gratuit. C'est que le corps pense bien faire. Donc l'inflammation, elle est nécessaire en vrai. Elle permet l'inflammation permet la régénération en réalité. Mais l'inflammation, la clé, ça va être de la contrôler. Donc je vous ai dit au niveau inflammatoire, regardez ma vidéo Les secrets de la nature, tout ce qui est curcuma, poivre, gingembre, boswellia serrata. Je vous ai fait une vidéo Les pouvoirs du chaud et du froid, donc surtout le froid pour une inflammation due à une arthrose par exemple, à une douleur arthrosique, d'accord. Sachant que la douleur n'a rien à voir avec ce que tu vois en imagerie, que l'arthrose ne fait pas mal, la dégradation des cartilages ne fait pas mal. Ce qui fait mal, c'est l'inflammation que ça génère. Donc, il faut contrôler cette inflammation. Et pour moi, un des meilleurs trucs, c'est le froid pour une articulation. Parce que je vais stimuler les graisses brunes qui sont près de la colonne et qui vont entraîner ma thermogénèse, c'est-à-dire fabriquer ma chaleur. Et le fait plus mon corps va créer de chaleur, moins je vais m'inflammer. Parce que plus je vais être souple, moins je vais être raide. Et donc, si je ne suis pas raide, je peux bouger, je peux renforcer ma musculature. Ma musculature soutient mes muscles. Ma musculature soutient mes articulations en suspension. D'accord. Sachant que le cartilage, je vous l'ai dit, peut se régénérer dans une certaine mesure, même si c'est très lent et très limité. Il se régénère par imbibition. C'est-à-dire que le cartilage absorbe, si tu veux, les molécules qui sont transportées par le liquide synovial. Donc il faut mettre du mouvement pour que le liquide se répartisse, infiltre correctement l'articulation, couvre les surfaces articulaires, les facettes articulaires, les surfaces articulaires, et donc qui baigne un maximum. Vous comprenez, imaginez, c'est une métaphore, hein, c'est une image. Imagine, j'ai ma petite boule, et le mieux c'est, vous voyez les boules de spray là, les tubes de spray, et que les bombes de graffiti par exemple, et je fais clac clac et j'ai ma bille comme ça dedans, tac 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 tac, et ben c'est un peu ça l'imbibition. C'est que ça doit se mélanger, le liquide doit se transporter, et tant qu'il n'y a pas de mouvement, l'articulation, le liquide ne se diffuse pas dans l'articulation, ne va pas l'hydrater. Donc c'est important de bouger, même quand il y a de l'arthrose, et particulièrement quand il y a de l'arthrose. Le repos, c'est pas un traitement, c'est un traitement pour rien, le repos. Le poison, c'est l'immobilité. Tu bouges pas, t'es mort. Tu bouges pas, le cerveau, il n'est pas au courant qu'il est vivant. Tu comprends, la machine primaire de la vie, c'est l'appareil locomoteur. Si je bouge pas, j'ai pas d'oxygène, je peux pas encoder les bons signaux nerveux. Tu comprends que la molécule d'oxygène, son rôle, c'est de transporter, c'est de capter les informations nerveuses. Et le sang redistribue cette information nerveuse avec les neurotransmetteurs. Et le neurotransmetteur principal de la jonction neuromusculaire, c'est le même que la mémoire et l'apprentissage. Et quand on parle de douleur, on parle de mémoire, parce que le présent n'existe pas pour le cerveau. La mémoire, elle est prédictive. On pense
le futur avec des souvenirs anticipés. Tu vois, on imagine, tu vois, on pense le futur avec des souvenirs anticipés. Et donc, il va falloir que je travaille ma mémoire, mon apprentissage et ma contraction musculaire pour unifier mon système du mouvement qui est géré par ma mémoire, mon système nerveux central. Tu comprends, je ne peux pas aller au-delà, je ne peux pas aller au-delà. Système nerveux central, form closer, force closer. Le cerveau, le système form closer, c'est-à-dire la structure, le système osto-articulaire et le système de la force. Force closer, le système myofacial, muscle plus fascia. Le fascia unifie toutes les cellules. Et donc vous êtes sur ce triptyque, d'accord? Et ça, c'est le modèle de Panjabi et c'est dans mon article que j'ai publié, d'accord? Donc je vais vous montrer quelques exercices pour essayer un peu de travailler votre sacro-iliaque en douceur et de redonner un peu de mouvement. Donc, premier exercice, si elle est trop instable, par exemple, ça peut vous soulager. Prenez une petite brique de yoga, hop, vous vous allongez sur le dos, vous la mettez dessous, sous le sacrum vraiment, vous le mettez à plat votre sacrum, tu vois, ni comme ça, vous le mettez à plat et hop, et vous restez comme ça par exemple 3 minutes. Et vous soufflez. Et là vous allez un peu décharger le bas du dos, décharger un peu la pression sur l'articulation. Truc con, ça peut vous soulager. Dans le même genre, vous prenez un tabouret et vous surélevez vos jambes. Hop, et là vous mettez un peu moins de poids. Et vous déchargez aussi un peu le bassin, etc. Et vous respirez. N'hésitez pas à faire des soupirs. C'est un truc bête que je répète, des fois je dis, le soupir c'est une très bonne respiration pour le système nerveux. Donc n'hésitez pas des fois, tu vois, on a du stress, hein, on a des vies de cons en même temps, tu vois, on doit compter les factures, le machin, les courses, etc. Machin. Et ben, n'hésitez pas à faire des soupirs pour le système nerveux. C'est une très très bonne respiration, sous-estimez le soupir. Tu vois, il faut exagérer un peu les respirations. Souvent quand j'ai des gens qui viennent me voir, des clients ou des patients qui viennent me voir, tu sais, comme tu veux, et ben je leur dis faites des soupirs pour gérer le stress quotidiennement, tu vois. C'est des trucs cons, hein, mais je leur dis exagérer la respiration. C'est que la respiration, on est tellement plus instinctif, on est tous en apnée dans ce monde stressant. On a des images partout, du son partout, on est sur-sollicité, notre attention. Donc n'hésitez pas à reprendre possession de votre souffle. Le souffle, c'est la monture de l'esprit, disent les orientaux. Et ils ont raison. D'accord? Si je ne respire pas, il n'y a pas grand-chose qui va fonctionner. C'est un fondamental. D'accord? Et je vous ai dit les 3 fondamentaux, le contrôle postural, l'engagement préalable du périnée et du transverse, et la respiration. C'est toujours les 3 fondamentaux vers lesquels je vous renvoie. Donc, exercice de mobilité con pour la sacro-iliaque, vous vous mettez comme ça, et vous balancez juste vos jambes comme ça. Hop, hop. Par exemple, 2-3 minutes. Hop, 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 hop. Donc celui-là, il est cool, aucun problème. Comme ça, vous bossez votre mobilité de la sacro-iliaque pour essayer de la libérer un peu. D'accord? Vous faites la même chose, mais comme ça. Et là, pareil, hein. Vous n'hésitez pas, là où j'étire mes adducteurs, mais n'hésitez pas à faire des petits mouvements de balancier pour un peu mobiliser votre sacro-iliaque. D'accord? Et dans le même genre, regarde, je m'allonge et je fais comme si je m'auto-agrandis avec un pied. Tu vois, je pousse mon pied vers là-bas et je pousse mon pied vers là-bas et je switch. Tu vois, je ne sais pas si vous voyez à l'image, mais je pousse mon pied. Tac, 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 tac. Pour essayer un peu. Et pour aussi vous aider de votre bras. Vous mettez vos 2 bras comme ça, et vous essayez de vous auto-agrandir, comme un petit serpent. Hop, 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 hop. D'accord? Vous pouvez la faire sur à plat ventre si c'est plus simple pour vous. Mettez à plat ventre, et vous essayez de vous auto-agrandir. Et vous, tu vois, vous essayez de vous auto-agrandir. Pour un peu mobiliser votre sacro-iliaque en douceur. D'accord? C'est des trucs cons. Donc, après, je vais vous montrer un truc tout con. Au niveau des contractés relâchés, vous savez, les contractés relâchés, c'est parmi mes meilleurs exercices. C'est les premiers exercices de réadaptation que je donne dans la première séance. C'est toujours des contractés relâchés que je donne dans une première réadaptation. Quasiment, quoi, parce que je suis sur des trucs chroniques, donc ça demande, comme le contracté relâché, c'est une contraction isométrique, c'est-à-dire une contraction sans mouvement. Elle ne demande pas trop de commande motrice, c'est-à-dire je vais plus facilement la planifier parce que j'ai pas un mouvement dynamique. Donc c'est une contraction sans mouvement contre une résistance.
50% de la force, on ne va pas mettre une force de dingue, le but c'est de retrouver la sensation du mouvement. 3 ou 5 secondes, 10 à 30 secondes de pause entre chaque contraction. D'accord? Toujours les deux côtés. Travailler le côté sain comme le côté pathologique pour faire intervenir les neurones miroirs. Le cerveau va toujours chercher le meilleur schéma moteur. D'accord? Rappelez-vous ces automatismes. Je fais beaucoup de répétitions pour que ça rentre dans vos têtes en fait. Là je suis comme ça. Je mets ma main sur mon tibia, sous ma rotule, et je fais une légère pression. J'appuie avec ma main contre ma jambe. 1, 2, 3, et je relâche. Là je travaille ma sacroiliaque. Donc là, ma jambe je la pousse comme ça, hein, normalement, mais je résiste. Je mets ma main, j'appuie, et je fais une légère résistance. 1, 2, 3, et je relâche. Je fais 10 secondes de pause. Hop. 1, 2, 3, et je relâche. 1, 2, 3. Ça, vous le faites à peu près 5-6 fois. D'accord? Donc 3-5 secondes de contraction, 10 secondes de pause, 5-6 fois par côté. D'accord? C'est clair? D'accord? Donc, je vous montrerai d'autres contractés relâchés pour les hanches en général. Là, je pense peut-être même demain. D'accord? Je verrai si j'ai le temps. J'essaie de vous faire ça. Donc, pour la sacroiliaque, il y a certains kinés qui préconisent des étirements au niveau du fessier. Moi, je suis très mitigé sur l'étirement et particulièrement sur le fessier. L'étirement, moi, je trouve que ça peut être contre-productif. C'est même pas, je pense, c'est que c'est sûr, l'étirement, dans beaucoup de cas, c'est contre-productif. En tout cas, avant d'avoir créé de la masse. Tu comprends, je vais étirer un muscle qui est déjà ratatiné, qui déjà ne fonctionne pas. L'étirement, ce qu'il peut faire, c'est créer des charges de compression. C'est-à-dire qu'il va stresser en fait. Il va stresser le tendon. Le tendon, il n'aime pas l'étirement en vrai. Le tendon, il aime la charge. Un tendon, ça doit porter. Donc les étirements, moi je vous les mets optionnels. Si ça vous fait du bien, vous le faites. Si ça ne vous fait pas du bien, vous ne le faites pas. Un étirement, c'est toujours 30 secondes 2 fois par côté. Donc l'étirement du fessier, vous pouvez l'étirer comme ça par exemple. Hop, hop, et là je ramène ma jambe. Là je fais 30 secondes. 1, 2, 3. Étirement doux et progressif. Allez pas chercher l'étirement maximal. Hop, et je relâche. Je change de côté. Là j'étire mon fessier. Moi je vous le mets vraiment, je vous le mets avec des pinces. Celui-là je vous montre pour vous le montrer, mais celui-là je ne le donne pas par exemple. Je ne vais pas le donner tant que j'ai pas un bassin super stable par exemple. D'accord? Je préfère par exemple une posture de yoga, tu vois. Hop, je prends ma main, hop, et là je souffle 3 fois, et là j'ouvre mes hanches. Et vous soufflez 3, vous respirez 3 fois. Je préfère celui-là, tu vois, pour ouvrir la sacroiliaque. D'accord? Et vous restez comme ça. Ça vous le faites pas trop non plus, tu vois. Ça tu le fais, je sais pas, 3 respirations. La clé ça va être la répétition, encore une fois. Donc en renforcement pour la sacroiliaque, donc ça c'est le pigeon. C'est en excentrique si je dis pas de conneries. Je suis comme ça. Et là je résiste. Donc c'est pas la peine de se pencher trop en avant. Tant que vous sentez que la fesse travaille et tout, le dos travaille, c'est bon. Hop, et vous changez. Et là vous penchez un peu en avant. Là vous travaillez la sacroiliaque aussi. Donc par exemple vous pouvez faire 10 secondes 5 fois, vous sentez que c'est ok, 20 secondes 5 fois, vous sentez que c'est ok, 30 secondes 5 fois. Et vous augmentez le temps de travail, pas la charge. D'accord? Et vous pouvez aussi étirer comme ça. Donc là j'étire par contre. Si vous voulez étirer votre fessier, vous pouvez l'étirer comme ça aussi. Moi je préfère, c'est un peu moins violent déjà. D'accord. D'accord. Je vous ai noté quoi d'autre? Ton fessier. D'accord. Ton snake. D'accord. Je vais vous montrer un exercice. Moi j'ai appelé ça le pont fessier. Je sais pas comment l'appeler en fait. Moi je l'ai inventé. Enfin, je me suis inspiré. Disons ça comme ça. Soyons plus honnêtes. Je me suis inspiré de quelques exercices. Je crois que c'est dans le Pilates que je les ai trouvés ceux-là. Parce que j'avais fait une formation Pilates et kinésithérapie l'année dernière. Donc tu prends ton tabouret, tu surélèves un peu tes jambes et juste tu lèves ton bassin. Hop, hop, et tu remets un peu et tu relèves doucement. Donc celui-là, j'aurais pu le mettre très bien dans la vidéo que je vous ai faite, exercice anti-valgisant, exercice du fessier. J'aurais pu le mettre dans reprise de conscience de l'ordre de Zombert.
J'aurais pu le mettre dans d'autres trucs, mais je vous montre ici, c'est intéressant. Donc moi je vous conseille de rajouter par exemple un élastique pour faire le même. Hop, vous mettez vraiment ici et vous soulevez doucement. Et vous redescendez doucement, vous contrôlez la chute. Vous comprenez, on met du mouvement en douceur. Et le mieux en vrai, c'est d'engager le périnée le transverse avant de lever le bassin. Vous vous rappelez, j'inspire et je souffle. Périnée transverse, je maintiens. Et là je lève, tout en maintenant. Hop, et je redescends doucement. Hop. Pour aller près de la colonne. Donc vous faites comme ça, pour travailler l'abduction. Et je vous conseille de prendre une petite brique, pour travailler le verrouillage tout bien, vous faites la même. Et là vous serrez avec vos genoux. Donc je mets la brique ici, je la serre entre mes genoux, et je fais la même chose. Vous comprenez, c'est toujours pareil, stabiliser le bassin. Périnée transverse, je maintiens. Ça se lève, hop, et je lève. Et je redescends doucement. Et plus ça va, plus vous allez pouvoir monter haut. Donc allez-y doucement, allez dans des petites amplitudes pour commencer. Plus ça va, plus vous augmentez l'amplitude, plus vous restez longtemps. Donc vous commencez, tu vois, par... il faut donner confiance au cerveau, il faut aller doucement. Il faut qu'il se dise, ah mais je peux y aller, ah je peux le faire en fait. Donc soyez patient. Les gens qui veulent des solutions miracles, allez faire votre radio qui sert à rien, votre IRM qui sert à rien, votre scanner qui sert à rien. Allez au centre antidouleur, rendez-vous l'année prochaine pour un Tenseco 2 à la con et des anti-inflammatoires qui empêchent la synthétisation musculaire ou de la toxine botulique qui va fibroser le muscle et qui fait que je ne vais pas pouvoir le travailler. Chacun fait comme il veut. Moi, je dis toujours qu'il faut privilégier le traitement conservateur à l'invasif quand cela est possible. Le corps, il peut le faire, c'est juste qu'il a oublié. C'est pas qu'il ne peut plus, c'est qu'il a oublié. Donc faites confiance à votre putain de corps, il est beaucoup plus flexible qu'on pense. Je vous rappelle que les examens comme les IRM, les scanners, les radios, etc., déjà, c'est un business, ils sont payés. Hein. Ils sont payés, hein. C'est Samsung, c'est Siemens, ça coûte très cher. Hein. C'est remboursé par la Sécu, c'est des impôts qui financent la Sécu. Croyez pas que c'est gratuit. D'accord, c'est pas parce que c'est remboursé que c'est gratuit et qu'il n'y a pas d'argent. Et ensuite, c'est des examens qui sont censés être complémentaires. Normalement, c'est quand on a un échec. C'est quand on a un échec d'un traitement conservateur. Ou alors, normalement, on les fait au début pour être sûr qu'il n'y a rien d'organique. Et ça veut dire que si c'est pas organique, c'est que c'est du fonctionnel. Et là, c'est que du fonctionnel que je vous montre. Moi, je bosse que en fonctionnel. Bah oui, j'ai pas des yeux scanner, je suis pas Superman et je suis encore moins médecin. T'as ça, on donne ça, t'as ça, on donne ça. C'est pas d'étiologie, c'est pas de la cause de la cause, je m'en fous. La bonne question, c'est pas qu'est-ce qu'on a, c'est qui a fait quoi. Il y a toujours un truc qui fait merder un truc, qui fait merder un truc, qui fait merder un truc. Sensation, mémoire, tension. Vasculaire, nerveux, hormonal. On est sur des systèmes imbriqués. On est sur des systèmes intriqués. Le corps, il est multidimensionnel. Il n'est pas fait de cases. On n'est pas des Lego. On est fait d'eau. Et l'eau fabrique toutes les formes du vivant. Donc il faudrait commencer à avoir une vision de vous-même qui est vivante. Et l'eau, elle bouge. L'eau, elle n'est pas figée. D'accord ? Et donc si vous avez une douleur, en général, c'est parce que vous êtes figé aussi bien de manière psycho-émotionnelle et aussi bien physique, les deux en même temps. Donc il va falloir retourner vers le mouvement par rapport à votre imagination. Vous comprenez ? Pour que je fasse un mouvement, il faut que j'ai l'intention de le faire, il faut que je planifie, puis il faut que je l'exécute. Les neurones miroirs qui codent l'action et qui la réalisent, qui s'allument quand je fais un mouvement, c'est les mêmes qui disent la musique elle est belle, j'ai de l'empathie, j'ai de l'altruisme, j'ai les émotions, je me mets à la place de l'autre, j'ai la conscience de soi. Et donc les neurones miroirs vont faire ce qu'on est vraiment humain. Et faire de l'art. Et pour faire de l'art, il faut avoir de l'imagination. Vous comprenez, faire un mouvement, c'est de l'art. Moi, je pense comme ça. C'est pour ça que j'aime la thérapie physique, c'est que le corps, c'est une œuvre d'art et on devrait jouer avec ses notes, avec ses couleurs. Et le corps, il est vivant. Donc, il faut lui donner du vivant. Et le vivant, c'est le mouvement. Tant qu'il ne bouge pas, il n'existe pas. Et donc, on ne soigne pas du putain de vivant avec du putain de mort. Et donc, un médicament en pharmacocinétique, on est proche du zéro. Quand on parle de douleur chronique, il n'y a pas d'intégration. Parce qu'il n'y a pas d'émotion. Et que l'émotion permet que mon cerveau apprenne. Vous comprenez que quand je change mon émotion, je change mon attention. Et donc mon cerveau se concentre sur une autre action. Et donc il peut changer son comportement. Et tant que je ne l'aide pas à changer son comportement en modifiant son émotion, il ne va pas changer sa stratégie de survie qui est immunitaire. Et ce qui module la réponse immunitaire dans un cerveau, c'est le cortex insulaire, qui supporte le rôle des putains de neurones miroirs. Vous comprenez ? Donc au bout d'un moment, il faut un peu savoir de quoi on parle.
Donc ça, vous pouvez le faire. Il est très intéressant, hein, ce pont fessier. Je vais vous montrer quelques petites planches. Donc regardez ma vidéo juste avant, planche modifiée. Je vais vous en montrer deux autres qui sont intéressants. Je mets mon élastique, pareil entre mes genoux. J'inspire, périnée transverse, je maintiens, et je me penche en avant. Et là, je fais une planche modifiée. Et pareil, je vais stabiliser ma sacro-iliaque et mon bassin. Pareil, 5 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 30 secondes. Et vous commencez doucement. Et vous augmentez les séries au fur et à mesure. Moi, je dis 5 séries, ça suffit. 5 séries, 30 secondes maximum, c'est bon, vous l'avez le truc. Donc pareil. Et comme ça, avec une petite brique, vous le serrez entre vos genoux. Vous le mettez sur vos genoux, vous le serrez un peu. Et vous inspirez. Périnée transverse, je maintiens. Et je me penche en avant. Et vous serrez vos genoux. Avec la brique entre. Et pareil, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 5 fois. Et vous stabilisez le bassin et donc la sacro-iliaque. Vous comprenez? C'est que ça, là derrière, on dirait pas, mais il y a plein de ligaments qui passent comme ça de tous les côtés. Donc il faut travailler un peu comme ça en adduction, en abduction, pour aider le bassin à se fixer en fait. D'accord? Donc ça, c'est des planches modifiées intéressantes aussi, très intéressantes. Que j'ai inventé, je crois. Enfin, je les ai venues nulle part, mais j'ai déduit quoi, tu vois. De toute façon, il faut essayer de chercher à comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire pour trouver une solution. La bonne question, c'est pas qu'est-ce qu'on fait quand on sait, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas. D'accord? Donc, je fais mon pas pelvien, je marche sur mes hanches, ça c'est intéressant pour votre sacro-iliaque aussi. En avant, en arrière, une petite minute en avant, une petite minute en arrière. Je sais que souvent je le donne pour la sacro-iliaque. Parce que vous allez mobiliser les hanches. On est sur un exercice de dissociation lombo-pelvifémorale, hanche-pelvis, etc. Donc si je bosse mes hanches, je bosse le bas de mon dos. Et pareil, je bascule mon bassin, doucement. Je cambre, je décambre, antéversion, rétroversion, antéversion, rétroversion. Quand votre place il est trop raide, il tire le bassin en avant, il antéverse le bassin. Il le tire en avant ce con. Et donc je vais potentiellement mettre trop de pression sur ma sacro-iliaque. Si mes abdos sont faibles, je stabilise plus ma colonne lombaire. La pression elle descend où? Dans le bassin. Et là je peux potentiellement stresser ma sacro-iliaque. Si mon fessier il est faible, il y a des grandes chances que la sacro-iliaque elle prenne dans sa gueule. Parce que le fessier il stabilise aussi la hanche. Vous comprenez, le bassin c'est le bordel. D'accord. Donc moi, le bassin, je suis dessus depuis 7 ans. Depuis 7 ans, j'étudie le bassin et j'ai appris sur les livres de Sorrente Médical. D'accord. Sorrente Médical, ceux qui ne connaissent pas, c'est les grosses éditions, kiné, médecin, etc., ostéo, très très sérieux. Et des années après, je suis publié dans les mêmes revues. Enfin, je suis publié et le comité de lecture, c'est les auteurs du livre de la pubalgie à Sorrente Médical. D'accord. Donc soyez sûr que si je vous dis un truc en général, il y a une bonne raison. D'accord. Donc bossez votre fessier surtout. Pour la sacro-iliaque, c'est important. Vous faites des pauses, vous vous rappelez. Je fais 2 secondes. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et je descends. Vous pouvez aller jusqu'à l'échec, aucun problème. Vous faites un côté et vous faites l'autre. Donc renforcez votre fessier pour la sacro-iliaque. C'est très très important pour la stabiliser. Hop, je fais des pauses, je fais des pauses, je fais des pauses, je fais des pauses. Et vous redémarrez. Je fais des pauses et je redémarre. Donc celui-là il est connu, mais pensez-y. Renforcez votre putain de fessier. Pensez à vos rotateurs de hanche pour la sacro-iliaque. Là je me mets comme ça. Là je lève ma hanche doucement. Je fais 2 secondes, je descends, 2 secondes, je descends et je relâche. Et je redémarre. Donc là pareil, allez jusqu'à l'échec. Pas de problème. Hop. Je lève, je fais une pause, je descends. Je fais une pause, je descends et je relâche. Et je redémarre. Et pareil, vous pouvez aussi faire cette posture de yoga. Je mets comme ça, et là j'essaye de rester droit. Et là je peux ouvrir mon sacrum aussi. Je peux ouvrir ma sacro-iliaque. Hop. Le but c'est d'être à 90 degrés. Là pour rester 2-3 minutes. D'accord? Ok. Donc le but de tout ça, l'objectif de tout ça, une fois que vous allez suffisamment pouvoir la libérer, la remobiliser, la stabiliser, etc., la réveiller, le but ça va être de retourner vers du pont fessier. Le pont fessier c'est le truc ultime pour stabiliser une articulation sacro-iliaque. Donc je ne vais pas vous refaire des exercices que je vous ai déjà montrés dans les vidéos d'avant. Donc regardez ma vidéo exercice pour le fessier. Vous allez trouver ce qu'il faut pour la sacro-iliaque pour la stabiliser. Regardez ma vidéo exercice antivalgisant, gainage et position neutre. Et aussi verrouillage pubien.
Tout ça, c'est des vidéos qui sont déjà disponibles. Donc regardez-les et pêchez des exercices qui vous correspondent. Mais par la suite, tu comprends, vous pouvez pas aller trop vite non plus. Donc les prochaines vidéos que je vais vous montrer, ça sera sûrement les contractés relâchés et les contractions flash. D'accord? Donc merci à tous pour votre soutien. Likez, partagez, commentez. Je réponds à toutes vos questions quand je peux, mais je réponds tout le temps en général. Donc n'hésitez pas à me consulter dans la vraie vie comme toujours si je peux vous aider. Vous êtes les bienvenus, c'est avec plaisir. Et je vous remercie de votre confiance et je vous fais des gros bisous les amis. À plus tard.